Nous vous proposons d'écouter dans un instant une rencontre enregistrée à la librairie Ombre Blanche à Toulouse dans le cadre de la 19e édition du Festival de littérature, le Marathon des mots, qui se tenait du 22 au 27 juin 2023. Bonne écoute! Bonjour, merci d'être là pour cette édition du Marathon des mots, à accueillir à Ombre Blanche Eileen Miles, je ne sais pas si je prononce bien, Eileen Miles, qui vient nous présenter un livre extrêmement fameux qui s'appelle Chelsea Girls, que vous avez vu, et dont nous vous proposons pour le début de vous lire peut-être un petit passage. Madame Miles lira en anglais et je la suivrai comme je peux en français. And this is from a story called February 13th, 1983. And it's about my first book party. It's a terrible book party. Or a wonderful book party, I don't know. Donc c'est un chapitre qui s'appelle 13 février 1983 que vous allez entendre ensuite en français. Et c'est à propos de la première fête de sortie de livres que j'ai connue et qui était assez affreuse. Vous allez voir. The thing I couldn't look at was that book. On the front, I stand with these crooked bangs and big bags under my eyes against the wall of my apartment. You can see the buzzer maybe 1.5 feet from my right shoulder. My face looks puffy and shapeless. Fortunately, I have kind of a big mouth, so it sort of works. My arms look weird, though. I have been doing a lot of speed in that period of time, so I'm thin, but it looks like bones with all this loose flesh tied on. The arms always look scary to me, old, folded across my ribs. There's other things that bother me about the front of the book, but look at the back. Here I am, lighting a cigarette. Here is my can of beer on my desk. There's the typewriter. Poems all over the desk. I used to know what that big one was, but I can't remember now. And here, the skin that my arms were made up of now makes up my face. I look like an old lady. It is really scary. I have been to 1 million book parties since I lived in New York, but mine seemed made up. I wanted to go home. There were 3 places to be in that loft. In the back room doing coke. It was actually most comfortable back there. It was smaller, and it had that kind of enforced closeness that feels safe in a screwed-up way. But the coke made me feel more and more like one of those cubes of glass they use to create partitions with. Can I put on sunglasses? I wasn't sure. I'd go out into the fray, passing the musicians' area each time. They weren't playing music like you could dance to. It was an inner experience they seemed to be involved in. I think they were all junkies. I still could hardly get a wave out of you-know-who. I leaned over and said, "We're all going someplace in a while. You want to come?" She nodded. The front room was still loosely packed with drinking, smoking people. Oh yeah, and there were all kinds of joints being circulating, and for one lucky day in my life, I managed to say no to them. Since I was already completely paranoid, I couldn't imagine where I'd go if I smoked pot. People were beginning to leave. They were saying, "You want to eat with us? We've got another party," or "I've got a rehearsal," or "You know me. When you get to be my age," turns up his collar, "we go home when the getting's good." He raised his eyebrows. "Hey, Alan, want to share a cab?" The dads are leaving, I thought. This means something. Rose's girlfriend from Chicago was in town, and I was part of a troupe going to Cafe Society, one of those part-time lesbian bars. I was bringing my sister, I was bringing the musician, and I was completely depressed, but my face was frozen into a grim smile. "Eileen!" Rose screamed as we piled into the cab. "Did you have fun?" Madame Miles a été très généreuse. Je lis la traduction, je ne la lis pas, je ne sais pas qui... Je lis la traduction, d'accord. Le truc que j'étais incapable de regarder, c'était ce bouquin. Sur la couverture, je suis debout, avec une frange irrégulière, des gros cernes sous les yeux, adossé au mur blanc de mon appartement. On voit le bouton de l'interphone à environ 50 cm de mon épaule droite.
Mon visage paraît bouffi et informe. Par chance, j'ai une assez grande bouche, donc ça passe à peu près. Mais enfin, mes bras ont l'air bizarres. Je prenais beaucoup de speed à cette époque, donc je suis mince, mais on dirait des os, avec de la chair distendue qui pendouille dessus. Les bras, ça me fait toujours flipper, à l'image. Vieux, croisés sur mes côtes. Il y a d'autres trucs qui me gênent sur cette photo de couverture, mais regardez un peu l'arrière. Là, j'allume une clope, une canette de bière sur mon bureau. Il y a la machine à écrire, des poèmes partout sur le bureau. Avant, je savais lequel c'était, un super long, mais j'ai oublié. Et là, la peau dont étaient faits mes bras se retrouve sur mon visage. J'ai l'air d'une vieille dame, ça fait vraiment flipper. J'étais allé à 1 million de soirées de lancement de bouquins depuis que j'étais à New York, mais il y avait quelque chose de faux dans la mienne. J'avais envie de rentrer chez moi. On pouvait se mettre à 3 endroits dans ce loft. Au fond, pour prendre la coke, franchement, c'était là que c'était le plus confortable. La pièce était plus petite et elle possédait une sorte d'intimité forcée qui, bizarrement, donnait un sentiment de sécurité. Mais la coque faisait que je me sentais de plus en plus comme un de ces cubes de verre qu'on utilise pour créer des espaces. Je peux mettre des lunettes noires ? Je ne savais pas trop. Je retournais dans la mêlée en passant par le coin des musiciens à chaque fois. Ils ne jouaient pas des trucs sur quoi on aurait pu danser, semblant plutôt perdus dans quelque expérience intérieure. Je crois que c'était tous des junkies. Je n'arrivais pas toujours à décrocher plus qu'un petit signe de la main de vous savez qui. Je me suis penché vers elle et j'ai dit « On va tous quelque part dans un moment, tu veux venir ?» Elle a fait signe que oui. La salle principale était encore relativement pleine de gens qui buvaient et fumaient. Ah oui, et il y avait toutes sortes de joints qui circulaient. Et pour une fois dans ma vie, par chance, j'ai réussi à les refuser. Vu que j'étais déjà complètement paranoïaque, je ne m'imaginais pas dans quel état j'allais me retrouver si je fumais de l'herbe. Les gens commençaient à partir, ils disaient « Tu veux dîner avec nous ? On va à une autre soirée, ou j'ai une répétition, ou tu me connais, quand tu auras mon âge ?» Il remonte son col, on rentre avant que ça dégénère. Il a haussé les sourcils. Dit « Alan, tu veux partager un taxi ?» Les papas s'en vont. Je me suis dit « C'est un signe. » La nana de Rose de Chicago était à New York et je l'ai suivie dans une troupe qui migrait au Café Society, un de ces bars lesbiens à temps partiel. J'amenais ma sœur, j'amenais la musicienne et j'étais complètement déprimé, mais mon visage était figé en un sourire sinistre. « Aileen !» a hurlé Rose quand on s'est entassé dans le taxi. « Tu t'es amusé ?» Vas-y. Autant vous dire que c'est une scène assez caractéristique, mais uniquement de certains aspects du livre. Il y a plein d'autres choses. Not quite, yes. Je me rapproche un petit peu, excusez-moi. It's characteristics of some parts of the book, but not all of it. I don't know what that means. Oh, that was a question. No, it's not a question. Pardon, c'était juste pour dire que ce livre était merveilleux, il y avait plein de vie, mais qui ne se limitait pas à des scènes de fête et de prise de drogue, etc. Oh. Yeah. Well, I think it's like a spiritual holiday for a writer. I think that the thing about when your work began to be public, and you wait for this for so long, and then it becomes, of course, nothing is ever the thing you anticipated. So it's but I feel like it is such a part of being a writer that it was very fun to write about it, because I thought this is such a common experience, and it's like, in fact, it's like sex in a way, that there's all these great ideas about sex is supposed to be only this wonderful thing, this amazing thing, and in fact it's so many different things, and such a kind of a disappointing thing, and an awkward thing, and a fantastic, so I think it was a particular holiday that I think writers understand. But the thing, actually listening to it, reading it, I think the experience I had that was funny was that it's me now reading it is like performing Youth, which is so funny. But the thing that's doubly funny and is very meta, I think, is that I was performing Youth. This narrator was performing Youth when they were young. There was like Youth too is sort of a concept rather than a reality, because when you're young, you may or may not feel young. You may not feel. And I mean, I see sometimes young people, and they look so fully themselves and fully present. I was not like that, and so it's so now in some ways is not that different from then.
En fait, une soirée de lancement de livres, c'est un jour de fête spirituelle, presque une espèce de grande occasion spirituelle pour tous les écrivains. C'est le moment où on a travaillé pendant tellement longtemps sur un livre et d'un seul coup, ça y est, il est rendu public et ça se passe rarement comme on s'y attendait. Et j'ai trouvé ça assez amusant parce que ça fait vraiment partie intrinsèque de l'expérience d'être écrivain, écrivaine. Et je crois que c'est vraiment quelque chose de partagé, un peu comme le sexe finalement. On a cette idée que le sexe, c'est forcément quelque chose qui est censé être fantastique. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est plein de choses à la fois. Parfois, ça peut être décevant, parfois, ça peut être bizarre, parfois, ça peut être maladroit, parfois, ça peut être fantastique aussi. Mais c'est une expérience qui est largement partagée. Et j'ai trouvé ça intéressant de l'écrire. Je me suis dit que les écrivains se retrouveraient aussi dans cette scène-là. L'autre chose qui est amusante, c'est que en lisant aujourd'hui cette scène, j'ai un peu l'impression de rejouer la jeunesse, de jouer le rôle de la jeunesse. Et ce qui est drôle en fait, et qui est un peu méta aussi, c'est que finalement déjà à l'époque, je me rends compte que je jouais déjà, je faisais déjà une performance pour jouer la jeunesse, parce qu'en fait la jeunesse c'est plus un concept qu'une réalité. Quand on est jeune, on se sent ou pas bien dans sa jeunesse ou réellement jeune. Moi, j'en vois parfois des jeunes qui ont l'air d'être pleinement eux-mêmes. Personnellement, je crois que je l'étais pas et que j'ai incarné déjà une forme de rôle de la jeunesse. Donc finalement, entre l'époque et aujourd'hui, il n'y a pas tant de différence que ça. Alors, il y a une question qu'il faut régler rapidement et brièvement. C'est le livre en français nous est vendu comme un roman, alors qu'il ne l'est pas, puisque ce sont des textes épars qui ont été rassemblés. Alors, il ne l'est pas parce que ce sont des textes rassemblés, donc c'est pas. Mais après, quel est le degré? Est-ce qu'on peut l'envisager comme un écrit autobiographique ou pas? Et après, on n'en parle plus. No, because I feel like autobiography, just the very notion of autobiography kind of capitalizes on this idea that I want to tell my story, and I don't know, and here are the details of it, and it I don't know, it presupposes some kind of value of the self and some I don't know, and even like, what is an autobiography? I mean, I've read autobiographies that I've liked, but I feel like they feel laden with facts. You know, they're often, they're just very heavy in a way. And I think novels seem to take poetic leaps. And I felt like my experience was so much more reading novels and gaining an idea of literature from poetry and novels. And I think there was a joke, of course, that my name is Eileen Miles, and I happen to have all the information about a character named Eileen Miles. So rather than inventing, I did want to kind of critique fiction and say, why do I have to make up a character when I happen to have one here? But I think I think the self is a fiction. And so autobiography seems very old-fashioned to say that if you were to use the self or a version of the self. I mean, again, this is hardly accurate. It's always translation from another time, from a different consciousness, from another body, from flawed memory and then invention. So I think it's so many things that autobiography seems to make a claim that I have no interest in making. Alors non, en fait, la notion même d'autobiographie, pour moi, ça suppose une manière de capitaliser sur une forme d'idée de vouloir absolument raconter son histoire en détail. C'est presque comme si on présupposait que le soi, son être à soi, avait une valeur quelconque. Mais en fait, finalement, qu'est-ce que c'est que cette notion d'autobiographie? Moi, j'en ai lu quelques-unes qui m'ont plu, mais j'ai toujours l'impression qu'il y a une espèce que c'est trop chargé de faits, en fait. Que du coup, ça devient une espèce de fardeau, ça devient très lourd, alors que dans un roman, on peut se permettre des bonds, des élisions poétiques, de sauter de quelque chose à une autre. Et moi, dans mon vécu, c'est plutôt les romans, la poésie qui m'ont permis d'approcher la littérature. Mais évidemment, la blague, c'est que mon personnage s'appelle Eileen Miles et moi, je m'appelle Eileen Miles et il se trouve que j'ai pas mal d'informations sur le personnage sur lequel j'écris. Et en même temps, c'est une forme de critique de la fiction. Pourquoi inventer un personnage alors que j'en ai déjà un sous la main, sachant que le soi, l'identité, justement, c'est aussi une fiction. C'est finalement pas une question d'exactitude. C'est toujours ce que j'écris, même si c'est sur un personnage qui s'appelle comme moi, est toujours une traduction d'une autre époque, d'une autre conscience. C'est une traduction de souvenirs. Donc il y a toujours une part d'invention finalement. Et l'autobiographie me paraît un terme un peu galvaudé en fait pour désigner ça.
Oh. Oh, okay. Also, I think in the 90s there was people were beginning to make books. They were novel. They would call it a novel, but it was linked stories. You know, so it would be stories in which there was the same narrator and the same world and the stories. I mean, Hemingway did it too. There were like the Nick Adams stories from, you know, but he chose not to call it a novel. And I think that's the important part. He chose not to call it a novel. I choose to call it a novel, you know. Et puis aussi dans les années 90, les gens commençaient à écrire des livres qu'on qualifiait de romans, mais qui étaient en fait des sortes de nouvelles liées entre elles par un personnage commun, par exemple. Hemingway fait ça avec Nick Adams, sauf que lui, il choisit pas d'appeler ça un roman. Moi, j'ai choisi d'appeler ça un roman. Ok. Et... So now, what do you think? Je suis d'accord. Je suis d'accord. J'avais. Je me demandais si vous aviez envie qu'on parle du personnage principal de ce roman. À la troisième personne, ou si je pouvais dire vous, est-ce qu'il vous est arrivé ça, quand il vous est arrivé ça, etc., etc. I switch around. Like I tend to say the narrator or the Eileen Miles character, but then sometimes I say I or and I use the pronoun they today, but I refer to them as she, you know, because they referred to themselves that way. But so there's some slippage for sure. But when I'm being most conscious, I refer to the Eileen Miles character, you know, because I do believe that that's what it is. And I have another book in which it's very funny. The next novel I wrote, there's a person on the cover, and it looks like a long-haired guy that looks like Matt Dillon, the actor Matt Dillon. And I saw it at an art gallery, and I was very drawn to the photograph. You know, I just thought the person was cute, whatever they were. And I walked towards it, and then when I got close, I realized it was a girl, and it was like a butch dyke, and she, you know, there were little tiny tits, and there was some nail polish, and I was like, oh. And the second I saw it, I thought, I know I want that to be the cover of my book. And I put it on my book, and since then, people always say that picture of you on the cover of Cool for You. And I have to always explain that's not me. But I feel like it makes my point, too, which is the picture was an illustration of the novel, but not of the author, you know? And I think that's even true with this, too, that Mapplethorpe, I mean, I didn't look like that morning. You know, that's a character. That's Robert Mapplethorpe's fiction, I think. As was Patti Smith. En fait, je crois que je fais des allers-retours. Je dis parfois la narratrice, le personnage d'Eileen Miles. Parfois, je dis je. En plus, aujourd'hui, j'utilise un autre pronom, le pronom they. Je dis il parfois en français. Alors qu'à l'époque, Eileen Miles se référait à elle-même comme elle, justement. Donc, il y a des formes de glissement. Quand je suis vraiment pleinement conscient de ce que je fais, je dis le personnage d'Eileen Miles. C'est ce qu'il y a de plus proche de ce que c'était. Mais le roman suivant que j'ai écrit, Cool for You, pour la couverture, j'ai choisi une photo que j'avais vue tout de suite quand je l'ai découverte dans une galerie. Elle m'a attirée immédiatement. C'est ce qui ressemble à un homme avec des cheveux longs qui ressemblerait à Matt Dillon. Et puis en m'approchant de cette photo, je me suis rendu compte qu'en fait, cette personne qui me plaisait beaucoup était a priori une femme, une lesbienne butch. Il y avait des signes, il y avait des petits seins, du vernis. Et j'ai choisi cette photo pour la couverture de mon roman. Et depuis qu'elle est sur la couverture de mon roman, il y a plein de gens qui m'ont dit « Et la photo de toi sur la couverture de Cool for You ?» Et encore une fois, ce n'est pas moi, mais ça illustre bien le fait que justement la photo qu'on choisit pour la couverture d'un livre illustre le roman et pas l'auteurice. Et c'est vrai aussi pour la photographie de Mapplethorpe qui est sur Chelsea Girls d'ailleurs, parce que j'avais pas du tout cette tête-là ce matin-là. C'est aussi une invention. C'est un personnage créé par Mapplethorpe, de même qu'il a créé un personnage de Patti Smith. Alors c'est très bien que vous parliez de cette photo, puisque un de mes passages préférés est le texte qui s'appelle La photo de Robert Mapplethorpe. Et l'autre passage d'ailleurs préféré, c'est celui que vous avez choisi de lire. Et dans le passage de La photo de Robert Mapplethorpe, il y a c'est une nouvelle, une short story que je trouve vraiment très très belle, très simple et très compliquée en même temps, avec des jeux de regard qui sont très importants. Et entre autres, la femme dont vous êtes amoureuse à ce moment-là, dont Eileen Miles est amoureuse à ce moment-là, voit la photo et elle dit c'est parce que c'est en imaginant que tu ressemblais à cette photo que j'étais amoureuse de toi. Et j'ai trouvé ce passage absolument magnifique.
Les photos et les images ont énormément d'importance pour vous, j'ai l'impression, dans votre manière d'écrire, dans votre manière de composer vos textes. Vous faites souvent référence à des images, aux images qu'il y avait sur votre table d'enfant, aux images du vitraux, aux photos qui sont bien mais qui ne sont pas si bien, etc., etc. I think pictures seem, in a way, like evidence and more permanent than thoughts and thinking and even writing in a certain way, you know. And I think they're repetitions, you know. Before there was ever writing, there were pictures, and you looked at them again and again and again, and the story kept changing, and you kept knowing more by looking at the picture, and even as the world changed, the picture changed, you know. I mean, it's amazing to look at a picture now that you haven't seen for 30 years, and it's a completely different image. So, yeah, I mean, I think one's obsession with a picture is a form of film. It's cinematic, I think. It's the home movies we make in our mind because you see it and it becomes memory and it becomes your family and it becomes the replacement for what actually happened. Les images, pour moi, c'est des traces, ça laisse des traces plus permanentes en fait que les idées, que la pensée, même que la littérature, que l'écriture elle-même. Et il y a quelque chose de répétitif parce que les images préexistent même au texte et en fait, on peut les regarder de plein de façons différentes et au fur et à mesure où le monde évolue, les images évoluent aussi. Si vous revenez à une image que vous n'avez pas regardée depuis 20 ans parce que le monde a changé, parce que vous avez changé, elle va vous raconter encore complètement autre chose. Et d'une certaine manière, je pense que l'obsession qu'on peut avoir pour des images revient à se jouer chacun un film. C'est du cinéma qu'on se joue dans son propre esprit, dans lequel justement les images, les souvenirs vont venir remplacer aussi la réalité de sa famille ou des choses qu'on a vécues ensemble. Et toujours dans cette nouvelle, alors ce texte en français commence par « La peur de ne pas être comprise surpasse toutes les autres. Je me suis dit, allongé par terre dans la salle de bain à 23 heures. Pire que celle de ne pas plaire aux autres, pire que tout ce à quoi je peux penser, pire que d'avoir froid, d'être seul, pire que de vieillir. » Vous continuez d'avoir cette peur de ne pas être comprise, alors que votre livre maintenant est admis, reconnu, admiré, traduit en français? Not publicly, but privately, yes. Pas en public, mais en privé, oui. Et alors bon, il y a les images qui sont la récurrence des images est très frappante. Il y en a une autre qui est beaucoup plus futile, mais qui me pose question. C'est le soin extrême que vous prenez à décrire les tenues des gens, les fringues, les chaussures, les maquillages. C'est un leitmotiv constant chez vous. Well, I mean, it seems like the human landscape and the collective. Yeah, and the collectivity. I mean, there was such a sense. I think the generation I'm in, which might be your generation, but maybe you're younger. I think we don't have to talk about it here. But I think there was very much a sense of growing up with a mass of people. It was always. I mean, so many decisions I made in my life were collective. Like I think, oh, we're all doing this now. Now we're going to graduate school. Now we're going to Europe and we will hitchhike around Europe. It's 1971. You know, there was so many choices that seemed like they didn't have to be made because I knew what we were doing and I could hide or be carried by that crowd. And so part of that was what we looked like in the uniform of these moments, you know, and I felt that was something that could be lost in terms of, you know, details and you know, like as styles were changing, who we were changing. You know, I mean, like I'm obsessed with the 60s and the early 60s and the later 60s because fashion was so interesting then. You know, and also the world was so full of optimism. You know, I guess it was the end of the feeling of progress or something. You know, because I feel like. I mean, everybody thought, look, we stopped a war. You know, what can we do next? You know, it was kind of an amazing moment. And so the ways people dressed said all of that, you know. And so this person chooses to be a surfer, and this person chooses to look like a soldier, and this person chooses to look like a prep, you know. And it just seemed like everything that was possible was
articulated in wardrobe, you know, and it was really, I don't know, it was just very compelling. And something that I think there is no documentation of in the particular way that all these characters were standing right next to each other. You know, it had not been decided yet what was the correct way to go, you know. En fait, c'est comme une sorte de paysage humain collectif. Je pense que ma génération en particulier, à laquelle vous appartenez peut-être ou pas, on n'est pas obligé de parler d'âge, a vraiment ce sentiment un peu de vivre justement sa jeunesse collectivement. Il y a énormément de décisions et de choix qu'on prenait en fait, qui étaient des décisions qu'on n'avait pas besoin de prendre à un niveau individuel parce que on les prenait en tant que groupe, en tant que foule. On allait tous à la fac et puis ensuite on allait tous, c'était 1971, on allait tous faire du stop en Europe et ainsi de suite. Et c'était une manière aussi de pouvoir justement parfois se dissimuler dans cet effet de masse et aussi se laisser porter par cette foule, cette génération toute en même temps. Et ce qui faisait aussi partie de ça, évidemment, c'est la manière dont on s'habillait, notre look et notre uniforme quelque part. Et j'ai eu le sentiment que c'était quelque chose qui risquait peut-être de se perdre, en fait. Tous les détails, tous les styles qu'il y avait pu avoir à l'époque, la manière dont notre style justement évoluait au fur et à mesure où nous évoluions. Et les années 60 en particulier me paraissent un moment particulièrement intéressant parce que il y avait énormément sans doute d'optimisme. C'est sans doute aussi une des dernières périodes où on avait encore une forme de foi dans un sentiment de progrès. On venait de mettre un terme à la guerre, donc il y avait tout ça. Et en fait, il y avait plein de styles différents qui s'exprimaient et qui s'exprimaient de manière juxtaposée. On choisissait d'être surfeur, on choisissait d'avoir un look militaire, on choisissait d'avoir un look BCBG. Et toutes ces choses-là étaient possibles et pouvaient coexister et s'exprimer justement par les choix vestimentaires. Et c'est quelque chose qui, je pense, non seulement m'attirait beaucoup, mais n'a pas été documenté justement de cette manière-là, dans la façon dont ça pouvait coexister. Alors j'aime beaucoup cette notion que vous venez d'évoquer de paysage humain collectif. Est-ce qu'une des choses frappantes à lire le livre, c'est la quantité absolument extravagante de personnel que vous employez comme personnage. Il y en a énormément qui apparaissent, qui flashent, qui disparaissent. Et je voulais vous poser une question à ce niveau-là, justement. Pourquoi autant de gens? J'imagine bien que ça a à voir avec la vie qu'a pu mener Elaine Miles ou la vie que vous avez menée. Mais il y a quand même quelque chose d'un peu obsessif de votre part, d'obsessionnel, pardon, à le raconter, à les dire, à tous vouloir les citer, ou, etc. I mean, that's a little bit about poetry, because I was very influenced by the New York School of Poets, and part of that was, Frank O'Hara walking through New York and saying he would use the first names of his friends and say who was there, and this person was there, and that person was there, and this person, Billie Holiday, died tonight, and this person is a great painter, and dropping names seemed to be such a part of living in New York and New York School poetry, and so there was permission to do that, and again, so I was bringing that kind of experience into prose, for sure. Exactement ça. Alors en fait pour moi ça a à voir avec la poésie. Une école de poésie qui m'influence beaucoup, c'est la New York School, donc Frank O'Hara, qui justement a arpenté New York et cité par leur prénom tous les amis qu'il croisait aux différents endroits où il allait. Il disait Billie Holiday est morte aujourd'hui, j'ai croisé tel peintre, etc. Donc il y avait une forme de name dropping, en fait, de citer les noms de plein de personnages qu'on croisait, qui étaient très new-yorkais, qui étaient très liés aussi à cette école de poésie, qui m'a autorisé quelque part à l'importer aussi dans la prose. Also, there was I think the names of the people are important because in that thing I mentioned, this collectivity from earlier in my life where we were all doing this and then we were all doing that, and I think the first thing I did that we were not all doing was becoming a poet. I suddenly came to New York and I was doing something by myself. And it was a whole different experience. But it was also the experience of seeing it flip, like all those, I went to Woodstock, I went to all these rock concerts when I was a kid, and it was like there were thousands of us and there was 2 artists on stage or 4 artists on stage, and so we were anonymous and they were the purpose. And I think when I came to New York and started to meet many writers and many artists, we were it. Like it was no longer anonymous. The importance of it all seemed to be that we were somebody, that the person next to you in a
at a poetry reading with somebody that you would meet, and then something would happen and something else would happen. So it was like identity became important as opposed to being collective and anonymous in a way, you know. So I think, in a way, I think the book probably shows a collision of these two experiences of being with people. L'autre chose, c'est que par rapport à ce que je disais juste à présent sur le côté collectif de l'expérience de ma génération, on faisait tous un peu la même chose, on se mettait tous à une nouveauté en même temps, c'est que quand je suis arrivée à New York et que j'ai décidé de commencer à écrire de la poésie, c'était la première fois pour le coup que je faisais quelque chose que toute ma génération ne faisait pas nécessairement et que je faisais quelque chose d'individuel, une expérience plus solitaire. Mais c'est aussi le moment où j'ai commencé à rencontrer justement d'autres artistes, d'autres poètes qui faisaient ça aussi. Quand j'étais jeune, j'allais énormément au concert de rock, j'étais à Woodstock ou ce genre d'endroit. On était anonymes, on était des milliers, tous devant ce concert où il y avait peut-être 2 personnes, parfois 4 personnes sur scène. Au moment où je suis arrivée à New York et que j'ai commencé à entrer sur cette scène de la poésie, c'était nous qui étions justement la scène. On sortait de l'anonymat et c'était parce qu'on se rencontrait, parce que ces poètes avaient des noms et qu'une rencontre conduisait à une autre, qui se passait tout ça. Donc je crois qu'à ce moment-là, l'identité et les noms et les prénoms deviennent aussi importants par opposition à ce côté anonymat collectif dont je parlais juste avant, et que peut-être le livre se situe à la croisée en fait de ces 2 manières d'être au monde et d'être en relation avec les gens. Et en fait, cet aspect du name dropping m'a fait penser parfois à une version lesbienne de Walk on the Wild Side de Lou Reed. Avec tous ces micro-portraits que vous faites tout le temps et des... Et une des choses les plus spectaculaires dans les récits qui composent le recueil, c'est à quel point ils sont compressés, ils sont comprimés. Vous arrivez à rentrer énormément d'événements, de pensées et d'actions dans quelques phrases, en faisant des ellipses parfois incroyables. Et je me demandais si pour vous, il y avait vraiment une telle différence que ça entre écrire de la poésie et écrire quelque chose qu'on va appeler, puisque vous l'avez décidé, un roman. I mean, yes and no. I mean, I think the sound of the prose sounds like the poetry. I think that sound governs the prose in many ways. Like the meaning is when the sound tells me to stop. You know, as a writer. But I feel like what distinguishes itself about prose is I think you can waste in a way that you can't in poetry. I mean, you can waste a little bit in poetry, but if you waste too much, then you've just lost your form, and there's no form at all, you know. But in prose, it seems to me that if you want to construct a world, I mean, I know that there's an idea in fiction that if there's a cliche, if there's a gun in the story, before the end of the story, that gun must go off. You know, and I just wanted to throw that out, and I wanted to have a lot of guns that didn't go off, you know, because it seemed to me that was one of the details of the world, that it's so interesting that there's all this extra stuff, and one makes choices as they move through that, you know, and so in a way I wanted to make there be a real opportunity for the reader to be present in the same way that I was present. Yeah. Alors oui et non, pour moi, la prose est gouvernée aussi par le son, par la musique, autant que la poésie. C'est vraiment le son des mots, la musique des mots qui me dit où je m'arrête. Peut-être que la différence, par contre, entre la prose et la poésie, c'est que quelque part, il peut y avoir un peu de gaspillage. On peut en mettre davantage dans la prose. En poésie, s'il y a des extras, des choses un peu superflues, vous risquez de perdre réellement la forme. Alors que dans un roman, même si on dit toujours dans la prose, par exemple, si au début d'une histoire, vous avez à un moment donné une arme à feu, il va falloir que cette arme à feu, elle serve et qu'elle tire un coup quelque part dans le livre. Moi, je pense que justement, au contraire, dans le monde, il y a un tas de choses qui nous entourent et d'armes à feu qui ne tirent pas nécessairement, qu'on ne va pas voir utiliser à un moment. Et je voulais que ce soit possible, en fait, d'avoir tous ces trucs en plus avec lesquels on est obligé de faire avec, justement. Et parce que c'est aussi une manière pour moi de donner l'occasion aux lectrices d'être aussi présents que moi, je le suis en tant qu'auteur. En fait, c'est une littérature qui est anti-paranoïaque. Vous mettez plein de détails qui n'ont pas forcément d'importance ou pas forcément de signification plus tard.
Il n'y avait pas de question. Pardon, c'était juste une remarque, excusez-moi. Qu'est-ce que vous diriez que c'est Parce que, alors je dis que ce n'est pas paranoïaque dans la mesure où vous cherchez à ne pas mettre que des pistolets qui vont tirer. Vous vous donnez la possibilité de mettre des choses qui sont là uniquement parce qu'elles sont belles, parce qu'elles sonnent bien et qu'elles n'ont pas d'importance dans le scénario de ce que vous allez raconter. À la différence d'autres traditions littéraires où effectivement il faut que tout ait un sens, que tout serve. Right. Yeah. And I wanted it to feel a bit like documentary film. Like I do feel probably non-fiction novel might be a better way. I've used that in books, but I think it's true, that I want to use a very, picking up a camera to picking up a video and just panning the world, and that be the background of the story. Oui, et je voulais aussi que ce soit un petit peu comme un documentaire. En fait, on pourrait parler de roman de non-fiction. C'est un terme que j'ai déjà utilisé dans d'autres livres. C'est une manière presque de prendre une caméra et d'enregistrer ce qui se passe autour. Ok. Alors, vous n'êtes pas une écrivaine minimaliste. Yes and no. Ah si, un peu quand même. Vous êtes aussi un peu minimaliste, vous pensez? Yeah, but I'm not sure I have a good answer for why I think that's true. I do feel like I'm sort of maximalist and minimalist at the same time. Maybe because the goals are tiny. The goals are tiny. Oui, j'ai l'impression d'être un peu les deux, en fait, d'être à la fois maximaliste et minimaliste, mais peut-être aussi parce que je me fixe des objectifs minuscules. En fait, j'ai l'impression que le sujet numéro 1 de votre roman, c'est même pas Ellen Miles, c'est l'énergie. C'est l'énergie telle qu'elle circule, que ce soit, je pense à toutes les occurrences du désir, du sexe, de l'amour, qui sont des choses différentes, mais aussi de la faim, de la quête de drogue sans fin, la quête d'occupation. Il y a une agitation qui est presque frénétique. C'est comme si vous aviez fait un traité de physique sur l'énergie qui se dépense dans la ville de New York, qui se dépensait. Yes. Et bon, okay. Il y a une autre chose. I'm still thinking about minimalism, but it's probably. Je suis encore en train de penser au minimalisme, c'est pour ça, mais oui, sinon je suis d'accord. There'll be an answer before the end of the. On va avoir une réponse d'ici la fin de cette rencontre. Ok. Alors, une question plus simple, qui est une vraie question, à la différence de. J'arrive pas à trancher si le nombre de scènes où interviennent des enfants, soit des scènes de l'enfance d'Ellen Miles, la vôtre, ou d'autres personnages enfants, c'est là pour marquer une continuité dans la vie des êtres humains, ou au contraire pour signifier qu'à un moment ou un autre se produit une rupture et que la vie change complètement, comme il y a pu y avoir des ruptures historiques, par exemple. Well, they are intended to be the same narrator. They are very much. I think they're very much the childhood of the narrator, and I think they're significant moments for sure. Yeah. C'est vraiment voulu comme étant la même narration, en fait, la même narratrice. C'est l'enfant l'enfant qui était la narratrice. Donc, et effectivement, ils interviennent dans des moments. Enfin, cette voix enfantine, elle intervient dans des moments importants. I think too. In a way, I feel like Chelsea Girls is the first volume in a number of novels that I've written, and I think I would say there's an overarching desire to make a female human history, And so there are scenes that are about the death of the father. There's a scene about rape. They're really large, very large themes, And then a small scene which is about a scar, an injury, But they're all kind of, I think, photographs from a female life and made very intentionally, Though without exactly knowing that these are important things, but almost wondering why, and try and just describe the location in which the things happened, and
almost looking for the significance, you know. Excusez-moi, juste le temps. Oui, alors je pense que quelque part, Chelsea Girls, c'est le premier tome d'une série, parmi les nombreux livres que j'ai écrits, d'une série de romans qui a l'ambition peut-être globale d'écrire une forme d'histoire humaine au féminin. C'est pour ça qu'il y a des scènes et des grands thèmes qui reviennent. Il y a la scène de la mort du père, il y a une scène de viol, c'est des grandes thématiques. Il y a aussi des choses plus petites comme une scène autour d'une blessure, autour d'une cicatrice. Mais c'est presque comme si c'était des instantanés d'une vie de femme. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement intentionnel. C'est quelque part comme si je sentais que ces moments-là sont des moments importants, mais sans réellement savoir pourquoi. Et que justement, en les écrivant, j'essayais d'identifier l'endroit où ça se passe et d'essayer justement aussi d'identifier ce sens qu'ont ces moments-là. Now I have okay, one of the reasons that punk is minimal is because the person didn't know how to play the guitar. That's very important, you know? Une des raisons qui fait que le punk est une musique minimaliste, c'est qu'en général, la personne ne sait pas jouer de la guitare. So I feel like I was inventing a novel that I could write. I did not know how to write a novel when I wrote this book, you know? And so it took me 14 years, and I would write a chapter or a story, and then I would write another one and another one. And then at some point, I dared to say, I think this is a novel. And then, of course, by the time I gave it to the publisher, they said I was so desperate to publish it that they said, not this publisher, another one, they said, it's stories, right? And I was like, yeah, sure. You know, I just wanted to get the book out. And so the pleasure of it being published a second time was that the publisher then said, it's a novel, right? And I said, yes, you know, and so then it came out. But I feel like the not knowing was very, very important and strangely, I think, very minimal, you know, in terms of the progression of the book. En fait, moi aussi, j'ai dû inventer un roman que j'étais capable d'écrire, parce qu'en fait, je savais pas écrire un roman, je savais pas comment m'y prendre, et donc ça m'a pris 14 ans en écrivant chapitre après chapitre, histoire après histoire, et il m'a fallu longtemps avant d'oser dire c'est un roman, et après, en même temps, j'avais tellement désespérément envie de voir ce roman publié, que quand le premier éditeur qui l'a publié, pas cette édition-ci, m'a dit ce sont des nouvelles, hein, bien sûr, j'ai répondu oui, pas de problème pour que ça sorte, et c'est ce qui est formidable d'avoir eu une deuxième édition, c'est que cette fois-ci, l'éditeur m'a approché en disant et donc c'est un roman, et j'ai dit oui, exactement, c'est un roman, et je crois que c'est vraiment cet aspect de ne pas savoir comment m'y prendre, c'était quelque chose d'extrêmement important, et c'est ce qui donne aussi, je pense, cet aspect minimaliste en fait à la progression du livre. C'est parce que c'est un livre qui a une histoire un peu particulière. Il a été publié une première fois, a reçu un accueil un bon accueil, mais relativement confidentiel. C'était les années 90, si je me souviens bien. Et par contre, il a été republié beaucoup plus tard, dans les années 2000. Et là, par contre, il a eu un accueil qui a été bien supérieur. Qu'est-ce qui fait on pouvait pas le comprendre au moment où il est sorti, et d'un seul coup, dans les années 2000, le livre devenait évident pour tout le monde. Well, I think a thing can be unavailable and be sort of a cult item, you know. And so I think for a while, it was just for 7 years there were dirty copies of this book floating around. You know, it was very read. The copies of the book were very read. And I let it be out of print because I just knew that I should wait until I could find a really good publisher. You know, I thought I'm not going to just let anybody publish it. I wanted it to be published in the right way. But I think the importance of time passing, though, is that I think something becomes more, the distance of time somehow, I think in a way made the story both more, by that time, people were sort of in love with the 70s and 80s. They were in love with the past, but they only had fictional accounts of it, you know, and this was supposedly a non-fictional account of it, you know, I think. And I think there was
I think the book, in its weird way, was too disturbing in the 90s. You know, publishers, the writing was too weird. It was unconventional. The stories were like graphic. You know, I mean, like there really isn't that much sex in it, but it seemed because it was lesbian sex and because the author's name was the same as the narrator, it was extra dirty. You know, I think it's sort of like to use your own name and then to write about sex is a little pornographic. So I think there were all these things that made the book out of time when it first came out, and then I think 30 years later, I think it felt safer and also more exciting that it existed, and then there was a new audience who, you know, and so it was just all these things kind of made the book, made the world be ready for the book, I think. Yeah. Je crois qu'il y a parfois qu'un livre peut être culte aussi parce qu'il est en théorie justement inaccessible ou indisponible. En fait, pendant 7 ans, il y a eu énormément de copies clandestines de ce livre qui ont circulé et surtout ces exemplaires clandestins ont été extrêmement lus. En fait, chacun a été lu par beaucoup de personnes et je l'ai laissé aussi volontairement justement s'épuiser cette première édition parce que j'avais vraiment envie d'attendre le bon éditeur. J'avais pas envie que ce livre soit publié par n'importe qui, n'importe comment. Et je crois que peut-être le temps qui est passé, cette distance-là a eu plusieurs effets. Déjà en 2015, au moment où la nouvelle édition sort, il y avait une sorte de passion pour les années 70, mais dont on avait surtout que des comptes rendus de fiction, en fait. Et là, c'était l'idée que peut-être ça allait donner accès à cette période avec une approche de non-fiction. Peut-être aussi tout simplement que dans les années 90, mon livre était trop perturbant. Il était à la fois du point de vue de l'écriture, c'était une écriture qui n'était pas du tout conventionnelle. Il était aussi censé être extrêmement explicite. En fait, il n'y a pas tant de scènes de sexe dedans, mais c'est du sexe lesbien et le personnage porte le même nom que l'auteur, l'autrice. Du coup, c'est ce qui crée encore plus de scandale, qui rend les choses encore plus pornographiques. C'est un peu porno de parler de sexe en ayant le même nom que son personnage. Et donc tout ça, peut-être, a fait qu'à l'époque, le livre était un peu en décalage dans les années 90, alors que 30 ans plus tard, peut-être le monde était davantage prêt à le recevoir, ça paraissait moins risqué, en même temps assez excitant. Et puis il y avait tout simplement aussi un nouveau public pour ce livre, donc c'est peut-être tout ça qui a fait que les gens étaient prêts à le recevoir. And also for a larger culture, I think I was an unknown narrator of a known world. You know. Je crois aussi que pour une culture plus mainstream, enfin plus englobante, j'étais aussi une narratrice inconnue qui parlait d'un monde connu. Il y a des chances qu'on lise la suite, les autres volumes de l'histoire de l'humanité féminine en France. I think so, and I think my publisher is here, so we should press the case. Je crois, et mon éditeur est présent dans la salle, donc vous devriez défendre cette idée. Et la poésie? Yeah, I hope so. Yeah. Okay. J'espère aussi. En général, à ce moment-là de l'entretien, quand il reste une dizaine de minutes, un quart d'heure, je propose le micro à des gens qui voudraient poser des questions. Sinon, on peut continuer de papoter. Est-ce que quelqu'un veut poser une question à Ellen Miles? Oui, non? I saw somebody shaking their head, no. But you were talking about something else. There was like no, I'm not asking a question. J'ai vu quelqu'un secouer la tête, mais qui devait parler d'autre chose. Les histoires, donc vous avez mis 14 ans à écrire ce livre. Yes. Vous aviez dès le départ un plan d'ensemble, vous saviez dans quelle direction vous alliez, ou au contraire, c'est des écrits que vous avez rassemblés par la suite? No, I mean, there was one story that I wrote very much in that time. You know, it was the first story in the book is the oldest story in the book, and it was very much written to demonstrate to myself that I could write a story, that I could write prose. And then having done that, then they came very slowly after that. Because in a way, I was waiting I was waiting. I mean, like you can have things that you want to write about. You can have stories, but you don't know who writes them, you know. And so I was waiting for the narrator in each case, you know. And sometimes I was waiting for the story. So things would come very slowly, you know.
Non, en fait, il y a une première histoire, un premier chapitre que j'ai écrit vraiment à l'époque. La première, du livre, en fait, c'est la plus ancienne. C'est la première que j'ai écrit pour me prouver que j'étais capable d'écrire de la prose. Et ensuite, les autres sont venus vraiment de très lentes quelque part. Je pouvais avoir une histoire, mais parfois j'attendais que la narratrice qui allait raconter cette histoire émerge. Je savais pas forcément qui allait raconter en fait l'histoire que j'avais en tête, et il fallait que j'attende aussi que la narratrice soit là. Parfois, c'est l'histoire que j'attendais, mais en tout cas, ça a été un processus très long. I mean, I knew I wanted to tell a life story, but I didn't know what those stories were. I had to wait for them to come to me very much. Et je dis, en fait, je savais aussi que j'avais envie de raconter des histoires de cette vie-là, mais je ne savais pas encore lesquelles, et il fallait aussi que j'attende qu'elles apparaissent. So it would be one story a year, 2 stories a year, sometimes. Donc j'ai écrit parfois 1 ou 2 histoires par an pendant cette période-là. Et New York est constamment présente, quasiment constamment présente dans le roman. Mais en même temps, vous n'arrêtez pas de rappeler que Eileen Miles, que le personnage, ne vient pas de New York. Elle y est arrivée plus tard. Il se passe quelque chose quand on arrive à New York. Je voulais savoir si ce qui a nourri et ce qui a détruit en même temps. Il y a un processus de fascination, répulsion entre New York et les êtres humains qui y arrivent. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vécu vous-même? Mm-hmm. Yeah, I mean, the city is sort of giant and monstrous in a way. You know, the city was dirty. I came from Boston, which was a nicer city, a more parochial city, a cleaner city, and a city that judged New York as a big, dirty place you would go to get drunk. You know. La ville, en fait, de New York est une géante un peu monstrueuse. C'est une ville qui est sale aussi. Moi, je venais de Boston, qui est un peu la ville beaucoup plus propre, beaucoup plus provinciale, et qui justement portait un jugement sur New York comme l'endroit où on allait pour la gueule, quoi. Pour autant, c'est quand même vous décrivez aussi à Boston, en tout cas dans les banlieues, des endroits sordides, des endroits difficiles. Vous êtes le témoin quelque part d'une époque qui n'était pas facile avec pour ce qui est du travail, pour ce qui est des rapports, même des rapports sociaux, des rapports de classe et des rapports raciaux. C'était pas si mild que ça à Boston. No, but the scale was so different in New York. There's something so much larger, and then even the subways are so radically different. The New York subway was like an amusement park. It was so old, and it was so dirty, and it was so cartoonish. It was the moment of high graffiti. Like that could never happen in Boston. Non, mais c'est quand même une question d'échelle. En fait, à New York, c'est quand même beaucoup plus vaste. Même le métro était radicalement... c'était quelque chose que j'avais jamais vu. C'était complètement différent. C'était un véritable parc d'attractions. On se croyait dans un dessin animé, les graffitis, etc. C'était quelque chose qui ne pouvait pas exister à Boston. But also that New York is so real. You know, I think in Boston, everybody seemed to be planning to do something. Like you were taking a dance class because you wanted to be a dancer. Or you were driving a cab, but you were really writing a novel, you know, and there was a sense that everybody was evolving, but they weren't there yet, you know, and the art world in Boston and the poetry world are very small because there's all these universities, and they sort of like, they say that culture ends here, you know, whereas New York, culture begins here, you know. And so in New York, it took me a while to understand that the people near me were actually doing things, that it's just the band on the 4th floor was actually Blondie, you know, or that people were not kidding, you know. And so that was actually more exciting, but also more dangerous, because then it had to be that I wasn't kidding, you know, and was I kidding? Wasn't I? I mean, it was just, the pressure was great. And so the city was larger, was more dangerous, and it was more in your face. And everybody, you'd go to a party and people would say, what do? You know, and you had to say something, you know, and it was just a whole different experience of being.
New York me paraissait aussi beaucoup plus réel en fait. À Boston, tout le monde avait en tête de faire quelque chose. Les gens prenaient des cours de danse parce qu'ils voulaient devenir danseurs, les gens conduisaient un taxi mais en fait ils voulaient écrire un roman. Il y avait cette idée que les gens étaient en train peut-être d'évoluer vers quelque chose mais qui n'y était pas encore arrivé. Et par ailleurs, la scène artistique et poétique est bien plus réduite, et parce qu'il y a beaucoup d'universités, c'est un peu l'université qui définit où la culture s'arrête, alors qu'à New York, c'est vraiment au contraire un endroit qui définit où la culture commence. Et il y avait tellement de gens que je rencontrais, et je prenais un certain temps en fait à comprendre que en fait eux ils faisaient réellement déjà quelque chose, que les types du 4e étage qui jouent de la musique, en fait c'est un groupe de musique, c'est Blondie. C'est pas des gens qui étaient là pour déconner et qui faisaient vraiment quelque chose, et du coup ça me mettait aussi beaucoup de pression, parce que moi aussi la question c'était de savoir si j'étais sérieuse dans ce que je faisais, si j'étais là pour déconner ou pas, et je me posais la question. Donc c'était à la fois beaucoup plus excitant, quelque chose de beaucoup plus, une confrontation beaucoup plus directe avec ces aspirations là, mais aussi forcément beaucoup plus dangereuse, parce qu'il fallait savoir où on allait. Et à chaque fois qu'on arrivait dans une soirée, les gens demandaient « toi, tu fais quoi ?» et il fallait avoir une réponse. Et alors, justement, pour ce danger, cette mise en danger que vous avez pratiquée, le fait de prendre des risques en montrant votre création, pour vous, c'est important d'être enfin publié en France? Oh, my God. But how does the danger have to do with the two parts? Parce que vous disiez que quand il y avait un danger quand on se présente, enfin un danger, pas un danger physique, mais quand on se présentait à une partie, on va vous demander, et toi, qu'est-ce que tu fais? Yeah. Et vous allez devoir prouver que vous êtes à la hauteur de ce que, de ce que vous dites. Yeah. C'est de ce danger-là dont je parle. No. I think I belong in France. Yeah, I think it seems right. It's just like, it's very funny. There's so many things in the book. I think I've only discovered these things since the book was published in France, but it seems to me, like Violette Leduc was one of my greatest inspirations. You know, I found La Bâtarde probably the most important single work of fiction or nonfiction, you know, because she was blurring the edges between poetry and prose. And I've not said it here, but you know, like Truffaut's movies, because they were this coming of age of a young man, were so important to me, because I thought, well, I want to make little movies like that of the coming of age of a female, you know. And so I think there's you know, and of course French poetry and French literature. I mean, there's so many. So very early on, the book was supposed to come out in France, and then I think this is the story that I've repeated many times. The translator died in the 90s, you know, and then it just never happened. So I feel like I've been very much waiting for this book to be in France. So it's very important. Non, j'ai l'impression qu'il est totalement à ma place. J'ai l'impression qu'il est au contraire que je suis totalement à ma place en France, que le livre est totalement à sa place. Moi, j'ai parmi mes inspirations les plus importantes, l'inspiration la plus importante, le livre le plus important pour moi, c'est La Bâtarde de Violette Leduc, qui pour moi est vraiment le meilleur livre que j'ai lu, fiction, non-fiction confondue, dans cette manière justement de brouiller les limites entre la poésie et la prose. Ça a été une influence extrêmement importante pour moi. Les films de Truffaut aussi, parce qu'il y avait cette idée de faire un récit d'éducation d'un jeune homme que moi j'avais justement envie aussi de faire au féminin. Donc en fait la littérature française, la poésie ont été tellement importantes pour moi depuis toujours, que très tôt il y a eu ce projet que le livre soit traduit en français, et c'est une histoire que j'ai racontée ces derniers jours à plusieurs reprises, mais il se trouve que dans les années 90 une traduction avait été commencée et que le traducteur est mort, et du coup ça n'est pas arrivé à ce moment-là, mais j'ai attendu longtemps que cette traduction existe, et ça, voilà, ça a énormément de sens. Ça me rend très heureux qu'elle soit là aujourd'hui en France. Et il y avait une question. Hello, is it okay to ask a question in English? Yeah. I was wondering, you were talking about the link between France and New York, and I feel like there is a real obsession in France about the good old days in New York, that state of permanent nostalgia. And you were talking about the scene that you were part of in the 70s and the 80s, and I know that you're still performing in New York, you're still part of the scene, but what do you think it would have been, could be still possible to have the life you led in New York at that time now? Because New York has changed tremendously, and do you think those creative scenes are still happening? I mean, I think creative things are still happening in New York, but I think I could not have possibly had this life now. You know, I wouldn't. I mean, the obstructions are so great. The rent was so cheap. There were so many empty spaces. There were so many of us.
who were ready to play. You know, it was just the conditions were really, I feel very lucky that I came up when I did, because the conditions were really incredible. You know, it's just like as everybody was talking about New York collapse. I mean, New York was broke. The city was fading. It was destroyed. It was in a very bad place. And that was an amazing place to make art. It was an amazing place to be young. Because one of the things I didn't mention that was really important about that time was you were not under surveillance. Like, nobody was watching. And so you felt like you could do anything. You know, it was very amazing. It was very heady, the feeling, you know. It's just like the cameras were not there, except in my community, like in our minds, you know. Exactly, yeah. Alors, la question portait sur la nostalgie qu'on peut avoir vis-à-vis de la scène artistique, la grande époque de la scène artistique new-yorkaise des années 70-80, et est-ce que c'est encore possible aujourd'hui de vivre cette vie-là? Non, évidemment, une scène artistique et créative, ça existe toujours à New York, mais cette vie-là, de cette manière-là, ce serait pas possible aujourd'hui. À l'époque, les loyers étaient pas chers du tout, il y avait énormément d'espaces libres, et on était des tas réunis à ce moment-là. Il y avait vraiment toutes les conditions, en fait, et j'ai l'impression d'avoir eu beaucoup de chance d'avoir émergé à ce moment-là. Tout le monde parlait de New York comme d'une ville en faillite. C'était une ville qui était complètement fauchée, qui était aussi très abîmée, en très mauvais état. Mais c'était aussi pour nous un endroit complètement incroyable, justement, pour créer, pour faire de l'art. D'autant plus que quelque chose que je n'ai pas mentionné jusque-là, c'est qu'on n'était pas du tout surveillés. C'est-à-dire que personne ne regardait ce qu'on faisait, en fait. Et c'est ce qui nous donnait justement la grande liberté de faire absolument tout ce qu'on voulait, parce qu'il n'y avait pas d'œil braqué sur nous, hormis notre propre œil intérieur ou celui de notre communauté, ce qui est très différent d'aujourd'hui. Je suis désolé, avec le marathon, on est soumis à des plannings assez rigoureux. Donc on va devoir mettre un terme à cet entretien passionnant qu'on aurait pu continuer des heures. La rencontre que vous venez d'entendre a été enregistrée à la librairie Ombre Blanche dans le cadre du 19e festival Le Marathon des mots à Toulouse du 22 au 27 juin 2023. Réalisation Radio avec Radio Plus et Radio Terre.